Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la WineTech. Le rendez-vous l'innovation rencontre la passion du vin pour offrir des solutions concrètes aux professionnels de la filière. Je suis Célia Rica, consultante en marketing digital et co-autrice du livre blanc Data 2025 de la WineTech. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré au cœur de l'effervescence de Wine Paris dans un espace La WineTech Perspective. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, la data dans la filière vin. La WineTech vient d'ailleurs tout juste de publier son livre blanc dédié qui décrypte les enjeux et les opportunités qu'offre la data aux acteurs du secteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Auguste, co-auteur de ce livre blanc, fondateur de Vinotracker et bien sûr membre de la WineTech. Bienvenue Pierre. Merci, bonjour Célia. Alors Pierre, est-ce que, écoute, pour démarrer, tu peux te présenter et nous expliquer en quoi la data, c'est devenu aujourd'hui un virage essentiel pour la filière, quel en est le contexte et surtout quelles en sont les opportunités et les défis à relever. On va aborder tout ça dans les prochaines minutes. Très bien, quel programme. Donc Pierre-Auguste, fondateur de Vinotracker, c'est une jeune start-up qui a été lancée j'ai lancé il y a 2 ans environ. En partant du constat que finalement la donnée est très peu utilisée aujourd'hui dans la filière, même si le domaine la filière vin spiritueux est très très populaire à l'international et est très dominante à l'export notamment. En fait, quand on regarde un petit peu sous le tapis ou sous la table, on s'aperçoit que finalement, elle utilise très très peu la donnée économique, la donnée tout court, pour l'aider dans sa prise de décision. Donc c'est un petit peu ça l'acte fondateur finalement de Vinotracker, c'est de révéler finalement le pouvoir de la data et comment elle peut bénéficier au quotidien effectivement dans la filière, que ce soit sur l'amont, en fait sur toute la chaîne de valeur. On y reviendra peut-être un peu plus en détail. Tout à fait. Alors peut-être que tu peux démarrer toi en tant que Vinotracker. Pourquoi est-ce que tu as fondé Vinotracker ? Quel en est l'objectif et comment est-ce que tu accompagnes finalement la filière avec Vinotracker et la data ? Alors moi je suis d'abord un jeune entrepreneur dans la WineTech parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle avant de démarrer celle-ci dans un monde plus traditionnel, donc du conseil, du service, dans des secteurs tout à fait différents, puisque j'ai commencé ma carrière dans la cybersécurité. Puis je l'ai poursuivi dans les infrastructures, dans le digital. J'ai passé notamment 10 ans chez SFR, gros opérateur telco, où justement la data était au cœur de l'expérience client notamment. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Et puis je me suis passionné pour la filière vin. Ça fait une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que c'est magique. C'est une filière magique. C'est une filière qui va de l'agriculture jusqu'à magnifier des produits qu'on trouve dans notre verre. Et puis c'est passé par tout un tas de mains, par des vinificateurs, dans des chais, etc. Donc c'est toute une culture, tout un patrimoine extrêmement intéressant. Mais c'est finalement une industrie qui est, s'agissant de son rapport à la technologie, finalement assez en retard. Voilà. Et donc c'est un petit peu ça la genèse finalement de Vinotracker. C'est depuis 2-3 ans que j'analyse un petit peu ce marché. Je m'aperçois que en fait il y a des mines d'or de data dans la filière et c'est sous-exploité. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette structure avec plusieurs objectifs. La première, c'est de mettre à disposition le plus de data possible sur le domaine de l'économie du vin, pour aider la filière alors pas toute la filière, mais une partie en tout cas, de mieux connaître l'écosystème dans lequel il se trouve, quels sont les marchés du vin, qui en produit, qui en distribue, comment on en consomme dans tous les grands marchés. On y reviendra peut-être un peu plus en détail. Et puis, le deuxième axe, c'est un axe peut-être un peu plus utopique, mais c'est d'aider les professionnels à valoriser leurs propres données. C'est-à-dire que je sois un producteur avec des fichiers clients, que je sois une interprofession avec des données beaucoup plus larges de production, de consommation, que je sois un syndicat avec des préoccupations de mes adhérents, des préoccupations marché, des préoccupations de trouver des marchés à l'export différents, des préoccupations de rentabilité ou de productivité. Au milieu de tout ça, il y a de la donnée. Voilà. Et donc, aider chaque acteur de la filière à utiliser les bonnes données avec les bons outils pour pouvoir les valoriser et développer sa compétitivité, c'est un petit peu ça mon objectif. Super. Et
Si on regarde justement, si on rentre dans le concret, parce que là, ceux qui nous écoutent, on a des vignerons, des négociants, peut-être même des startups, des distributeurs, des logisticiens. Enfin voilà, on a divers profils qui sont susceptibles de nous écouter. Donc, si on reprend la chaîne de valeur, c'est quoi les opportunités concrètes? Donc, on sait qu'il y a de la data, on sait qu'elle est présente, on sait qu'aujourd'hui, la plupart ont conscience que c'est on va dire une mine d'or, Comment est-ce qu'on l'exploite? Concrètement, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on en fait de cette data pour qu'elle nous apporte un bénéfice, si on regarde la chaîne de valeur dans son ensemble? Alors là, je vais sortir peut-être un petit peu du cadre du VinoTracker et de ma zone, non pas de confort, mais de la zone où moi j'agis plutôt avec mes solutions. Si on regarde un petit peu toute la chaîne de valeur, on a sur l'amont, enfin dans la production, dans la viti, aujourd'hui, on cherche à faire en sorte que les sols soient le plus durables possible, de faire une viticulture qui soit la plus durable possible. Donc ça veut dire qu'il faut optimiser les traitements, par exemple. Et donc, pour ça, il faut connaître le plus tôt possible les événements météo qui vont survenir. Donc, avoir une bonne analyse de données météo, avoir des applications qui permettent proactivement de savoir les phénomènes météo qui vont se passer dans les 2, 3, 4 jours, c'est clé finalement. De la prévision finalement. Voilà, c'est ça, des données de prévision qui vont permettre à un viticulteur très concrètement de savoir si il peut ne pas traiter, quand il devra traiter, et donc ça lui permet d'optimiser finalement ces traitements, de les réduire aussi, hein, et donc de faire en sorte que les sols soient plus durables. Ça c'est un cas concret. Si on va un petit peu plus loin, le partage de ces données-là, ça permet à des syndicats, des interpros d'avoir des politiques publiques de durabilité à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est aussi important. S'agissant, si on va un petit peu plus loin dans la vinification, aujourd'hui, des solutions autour de barriques ou de cuves connectées, oui. Ça permet d'optimiser finalement de permettre au producteur de savoir quand est-ce qu'il doit agir dans son processus de vinification. Alors il va toujours travailler avec des œnologues, oui. Mais ces œnologues vont être mieux outillés, ils vont avoir des outils qui leur permettront de piloter leurs actions. Donc ça va les aider finalement à prendre des décisions. Ça les remplace pas, mais ça va les aider à prendre des décisions. Voilà, c'est un soutien à l'expertise en fait, et ça permet peut-être aussi aux vignerons de pas avoir ce œnologue tous les 3 matins après sa vendange, pour tous les jours même quasiment, pour aller tester des échantillons. Donc ça c'est un autre aspect. Quand on va un petit peu plus loin dans l'inventaire ou dans la gestion de ses stocks, le producteur il va pouvoir utiliser des outils d'inventaire. Il va pouvoir aussi utiliser des outils de gestion de relations clients avec des outils de CRM. Donc il va pouvoir non seulement facturer ses clients, mais il va mieux les connaître. Donc il va pouvoir les contacter, il va pouvoir savoir qui achète son vin. Est-ce qu'on achète son vin au caveau? Est-ce qu'on achète son vin en e-commerce? Est-ce qu'on achète son vin en grande distribution? Il va pouvoir comprendre la segmentation de ses clients et après éventuellement les recontacter, les rappeler, faire des campagnes. Et donc toute cette donnée client, il va falloir si possible, il peut la valoriser aujourd'hui. Il y a plein de solutions qui existent. Ensuite, quand il va aller à l'export, quand il va avoir besoin de savoir où aller pour placer ses produits, pour savoir s'il est compétitif, s'il a le produit au bon prix, il veut aborder un marché où on consomme le type de vin qu'il produit. S'il produit un vin tranquille, rouge ou blanc, est-ce que s'il veut par exemple se déployer en Corée, mais est-ce que le marché coréen achète ce type de vin? À quel prix? Quels sont les circuits de distribution? Voilà. Donc là, il va pouvoir accéder à tout un tas de données marché qui vont lui permettre de l'aider dans sa prise de décision, très concrètement en fait. Bon, c'est quelques exemples, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, tout à fait. Et justement, tu dis grâce à ces données, aujourd'hui ces données, elles sont accessibles, elles sont facilement accessibles à la filière, on peut facilement s'en emparer ou la maîtriser, l'étudier, l'analyser. C'est un vrai sujet finalement. C'est un des freins importants aujourd'hui, c'est que cette culture finalement de la donnée, elle est très peu développée dans la filière. Parce que c'est une industrie en fait très ancienne qui a des schémas de décision qui sont relativement empiriques, qui sont relativement traditionnels et où si je caricature à l'extrême, on accorde une importance, une préoccupation majeure à la qualité de ce qu'on produit, à l'excellence du produit,
parfois au détriment de sa commercialisation, de sa distribution et de sa pérennité économique. Donc ça c'est un constat. C'est un juste milieu peut-être Oui, et donc la donnée va permettre finalement d'apporter un élément complémentaire de pilotage, un outil de la décision. Donc cette donnée, alors évidemment elle est de plusieurs natures, une donnée VITI, une donnée de production, une donnée économique, c'est pas du tout la même chose, tout le monde ne manipule pas forcément ce type de données, mais le sujet c'est que cette donnée, on ne sait pas qu'elle existe en fait, on oublie qu'elle existe, d'accord ? Un producteur, il a toujours eu des clients, il a toujours facturé des clients, il a toujours un fichier client sous une forme quelconque. Voilà, c'était des documents papier, c'est des fichiers Excel. Maintenant, ça peut être un peu mieux avec un CRM. Des données plus amont sur les parcelles, sur le traitement des parcelles, sur les sondes météo, etc. C'est typiquement des données qui, pour qu'elles soient utiles à la collectivité, il faut qu'elles soient partagées. Voilà, il faut absolument qu'elles soient partagées au niveau d'un territoire, au niveau d'un bassin, au niveau d'une appellation, d'un bassin. Et donc, cette donnée-là, il faut qu'elle soit partagée. Pour qu'elle soit partagée, il faut que les gens veuillent la partager. Oui. Voilà. Donc, pour vouloir la partager, il faut avoir conscience que c'est utile. Et donc, c'est tout ce process, finalement, de prise de conscience de l'utilité, prise de conscience que ça peut servir à quelque chose, prise de conscience que si c'est partagé un minimum, alors ça sert à la fois à l'individu et la collectivité. Voilà. S'agissant des données VITI, par exemple. Donc ça c'est un point clé. Et puis la digitalisation de la filière est encore faible, l'adoption est encore lente. Donc une solution technologique sera pas forcément bien vue, elle sera vue peut-être comme coûteuse. Et puis le viticulteur ou le producteur, il n'a pas forcément le temps d'y consacrer de l'énergie. Donc voilà, mais d'abord la prise de conscience du bénéfice qu'il peut en tirer, aujourd'hui c'est encore assez faible, cette prise de conscience, et donc la filière doit bouger là-dessus, et la OneTech doit aussi bouger là-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit aller au-devant des producteurs, mais pas que des producteurs, c'est aussi des industriels, les fournisseurs de matières sèches, etc. J'ai rencontré des industriels qui avaient finalement très très peu de données sur leur marché et qui savent pas très bien l'utiliser, qui ont des systèmes d'information qui sont peu organisés, qui font peu de gestion de données. Donc et justement en termes de recommandations, je sais qu'on a abordé le sujet dans notre livre blanc, mais j'aimerais bien que tu en partages quelques pistes d'action qu'on pourrait mettre en place dans la filière pour justement lever ces freins que tu viens de nous lister. Alors, je crois qu'on de mémoire, on en a identifié 3 pour la filière. C'est de créer des conditions de démocratisation de la donnée, c'est-à-dire d'aller au-devant des différents professionnels via les syndicats, via les intercos, via les clusters, pour prêcher la bonne parole du bénéfice de la donnée. Donc on a donné en développement plein d'exemples concrets de bénéfices, et donc je pense que la filière doit pouvoir s'en emparer pour en faire la promotion auprès de différents organismes. La deuxième recommandation, c'est là où c'est nécessaire, là où c'est utile, de créer des conditions de partage de la donnée. De partager la donnée, ça veut dire par exemple créer des référentiels, des standards. Alors aujourd'hui, l'étiquetage par exemple avec le QR code, ça a très bien pris aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Où la filière était un peu acculée à le faire parce qu'il y avait une deadline, mais finalement elle s'en est plutôt bien sortie. Finalement, c'est une bonne approche de réglementer c'est très utile. Dans les autres filières, élevage, céréales, etc. La réglementation, elle a boosté l'utilisation de la data, mais c'est dans l'élevage en particulier. Il y a des réglementations qui ont permis aujourd'hui de faire des partages de données, par exemple, de permettre à des éleveurs de comparer leur performance économique par rapport aux autres, alors de manière anonymisée, etc., mais pour savoir où ils en sont. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là dans la filière. C'est parce qu'ils n'ont pas eu trop le choix, donc ils n'ont pas eu trop le choix, donc c'est certainement un entre-deux qu'il faut faire, mais là c'est clairement peut-être faire comprendre finalement qu'on a, même si dans le fond on a encore le choix, mais que si on veut être compétitif aujourd'hui, il faut y passer, c'est essentiel. Voilà, il faut y passer et il faut partager un certain nombre de données. Je pense qu'il y a un certain nombre de standards qui vont être faits. Par exemple, aujourd'hui, on a fait le constat dans la WineTech il y a déjà quelques temps, plusieurs années, que chaque fois qu'une start-up se crée, elle recrée sa base de données, voilà, sur son environnement. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a des données qui sont largement partagées, qui sont mises en open data et qui permettent à des offreurs de services, à des startups de pouvoir consacrer de l'énergie, de l'investissement plutôt à fournir une solution plutôt qu'à constituer une base de données de référence qui va leur coûter énormément d'argent au setup de leur entreprise, au détriment de la qualité du service qu'ils vont fournir. Donc ça, c'est le deuxième point. Partager, mettre en open data ce qui peut l'être,
et peut-être se doter d'une gouvernance de la donnée, parce qu'il n'y a pas de gouvernance finalement de la donnée. Et puis le constat qu'on peut faire aussi, c'est que entre institutionnels, instituts de recherche, start-up, professionnels, etc., il n'y a pas suffisamment de transfert, il n'y a pas suffisamment de partage. Donc créer des conditions peut-être de rencontre entre ces différents acteurs. Et puis le troisième point, c'est investir réellement le domaine de la performance économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives et de fonds, d'initiatives et de financements qui sont sur l'amont, et c'est normal, hein. Le changement climatique est majeur, donc il faut absolument réagir, parce que si on ne fait rien en 2100, il n'y a plus de vignobles dans le sud, hein, zéro, il n'y a plus. Toutes choses égales par ailleurs. Exactement. Si on n'a pas de cépage aussi. C'est une urgence. 2050, 2100, c'est demain. Donc si on ne fait rien, ça veut dire que tous les vignobles vont passer au nord de la France, au nord de l'Europe. Et donc en termes social, territorial, économique, c'est une catastrophe. Donc il faut s'adapter. Donc pour ça, la donnée peut mais la donnée peut aider aussi. Elle peut beaucoup aider. Elle peut beaucoup aider. Ça va de pair, c'est pas soit l'un, soit l'autre finalement. Voilà. Et puis surtout, quand on dit de la donnée, c'est pas forcément la donnée instantanée. C'est-à-dire que quand on réfléchit à l'avenir, quand on fait des prévisions, notamment on le fait, on est obligé de regarder l'histoire et de regarder comment ça a évolué. Par exemple, on a fait récemment avec l'observatoire de la chaire INSEC vin spiritueux, on essaie de se projeter sur ce que pourrait être la consommation de vin à horizon de 3 ans, à la fois à l'échelon mondial et dans un certain nombre de pays. On a travaillé sur des données depuis 1960. Et on a fait tourner des modèles économétriques depuis 1960 sur des données jusqu'à 2024. Sinon, on fait n'importe quoi. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, le sujet sur lequel la filière doit aussi progresser, c'est faire en sorte de créer les conditions que là où il y a de la donnée économique qui sert à développer la compétitivité de la filière, il faut le faire. Et notamment, j'ai un exemple qui me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, tous les bassins viticoles produisent des livres, des documents papier glacé, sur les coûts de production des différents itinéraires techniques qu'il y a sur le bassin viticole. Génial. On le trouve absolument pas digitalisé, ce machin-là. Si on le digitalise, on a une base de données considérable d'indicateurs sur laquelle on peut travailler et sur lesquels on peut bâtir des solutions d'aide à la décision pour un producteur en disant si je suis tel itinéraire technique, je suis en conventionnel, je suis en bio, voilà, les ratios, les abacs de coûts de production, ce sont ceux-là. Et moi, je peux me positionner vis-à-vis de ça, et puis je peux voir si je suis compétitif ou pas. Voilà. Donc ça, c'est très concret. Justement, en tant que vino-tracker, là, cette fois-ci, si tu reprends ta casquette vino-tracker, on n'en est pas encore à cette collaboration de tous les acteurs de la filière globalisée, on va dire. Donc, comment est-ce que toi, les acteurs, par exemple les syndicats, etc., est-ce que tu as des exemples concrets de comment est-ce que tu peux les accompagner à leur échelle aujourd'hui, avec les données qui existent aujourd'hui, avec les outils qui existent aujourd'hui? Comment est-ce que vino-tracker peut accompagner à son échelle la filière dans justement l'adoption de la data et devenir plus compétitif in fine? Moi, j'ai deux approches. La première, c'est avec DataVision, qui est ma base de données, ma plateforme sur laquelle je publie de la donnée économique sur les marchés. C'est pas des données que je vais inventer. Je vais mettre à disposition des données de sources qualifiées de tout un tas de pays. Donc ça permet déjà d'ouvrir les yeux sur l'écosystème des marchés, ce que peut faire Business France d'un côté, ce que peut faire les agents de développement économique de l'autre, etc. Mais je le fais de manière très large. Et puis, grâce à cette plateforme, je permets de créer de la donnée personnalisée. C'est-à-dire que je vais aller chercher des données plus particulières, spécifiques sur un marché, sur un type de produit, sur un type de distribution. Et donc, je vais donner de la donnée plus personnalisée qui permettra d'être un outil d'aide à la décision complémentaire. Et puis, l'autre axe, c'est de faire parler les données justement des syndicats, faire parler les données de vignerons. Donc j'ai deux exemples très concrets. Le premier, c'est, je peux pas en citer le nom, mais on a travaillé récemment pour un syndicat pour les aider à comprendre comment avait évolué en grande distribution la vente d'un certain nombre de marques du marché depuis 5 ans. Quelles étaient les variations par trimestre, quelles étaient les influences de volume, sur les volumes, sur les prix, et au-delà de ça, quels pourraient être les comportements des consommateurs si on avait une pression fiscale plus importante sur tel ou tel produit, ou si on avait des droits d'assises plus importants à l'export, ou si on avait un taux de TVA qui augmente. Et donc, à la fois, mon métier, c'est faire de la data analyse. Donc, grâce à la data analyse, grâce à la data science, en fait, finalement, on va analyser des gros volumes de données et on va pouvoir révéler ce qu'il y a dans un grand volume de données, et puis coupler ça à de l'algorithmie, et là en l'occurrence c'est de l'économétrie, on va pouvoir montrer que si jamais on augmente d'€1 un produit, alors on le dépositionne totalement, et tous les acteurs, tous les consommateurs vont
abandonner tout un tas d'autres produits pour se concentrer sur celui-là parce que c'est celui-là qu'ils préfèrent. Donc finalement. c'est des outils d'aide à la décision extrêmement précis voilà. en fait. C'est des outils d'aide à la décision qui travaillent sur des jeux de données que les gens de la filière ont. Alors mon métier c'est aussi de les aider à les organiser ces jeux de données parce que souvent ils ne le sont pas, parfois ils sont pas clean, parfois il y a des biais. Autre exemple, c'est que quand je travaille pour des propriétés, pour les aider à comprendre et à la performance de chacun de leurs distributeurs. Souvent, grande propriété bordelaise, ils travaillent évidemment avec un nombre important de négociants. Les données des négociants, elles arrivent en mode désorganisé. Les fichiers sont pas les mêmes, ils sont pas structurés de la même façon. Le nom, le terme, le pays USA, il est écrit en U.S.1 ou USA ou États-Unis. Donc il faut, voilà, tout ce travail d'harmonisation, il faut le faire. Et donc mon travail, il va être là, de faire de la gestion de données, de cleaner les données, de les rendre exploitables, parce qu'on ne peut pas faire de l'outil de la décision si on n'a pas de données exploitables. Donc c'est un des enjeux majeurs. Et tout de suite, là, la propriété, elle voit en quelques jours, finalement, que tous ces dizaines de fichiers qu'elle n'a pas su traiter, parce qu'elle n'a pas la compétence, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas les outils, on peut très rapidement les faire parler et démontrer que sur les N négociants qu'elle possède, enfin avec qui elle travaille, il y en a un certain nombre qui sont très performants dans certains pays, qui ont certains clients uniques et qui sont extrêmement bien positionnés sur des secteurs où la stratégie de la propriété veut se développer. Donc voilà, on apporte de la valeur et on apporte des outils qui permettent à la propriété de négocier avec ses négociants pour optimiser ses allocations, par exemple. C'est des exemples très parlants. Merci beaucoup, Pierre. Si on devait justement là, très concrètement, pour cet épisode d'une trentaine de minutes, donner des pistes d'action concrètes aux gens qui nous écoutent, aux acteurs professionnels qui nous écoutent, comment est-ce qu'on pourrait conclure et bien sûr relier ça au livre blanc et encourager à découvrir ce livre blanc que tu as rédigé pour la WineTech. Que nous avons rédigé. Bon, d'abord, je les engage à le lire, ce livre blanc, parce qu'il y a déjà plein de solutions concrètes. On a interviewé une trentaine d'acteurs, une quinzaine de startups. Donc, évidemment, elles sont pas toutes mises en valeur dans ce livre blanc, mais d'ores et déjà, on peut voir que toutes ces solutions, c'est d'abord des solutions concrètes qui adressent dans la chaîne de valeur un peu tous les sujets. Il y a des solutions VT, des solutions VINI, il y a des outils d'aide à la décision, il y a des outils de distribution B2B, B2C, des outils d'inventaire. Donc ça c'est hyper concret. Et puis tous les acteurs, que je travaille dans un vignoble, que je sois en commercial, technique, au chai ou au marketing, j'ai des solutions déjà sur la table. Donc ça c'est le premier point, ça c'est super concret. Donc voilà, il faut. Le temps, je sais que c'est compliqué pour l'ensemble de la profession, mais cet acte de la WineTech de mettre à disposition ce livre blanc, c'est déjà de notre part, de la part de la WineTech, et c'est un geste hyper important, c'est-à-dire de montrer ce qui existe, voilà, et de montrer là où on peut agir, il y a des pistes claires. Ensuite, si on veut être un peu plus concret, je pense que faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur. Faut être capable d'aller sur des proof of concept, on peut faire très facilement en quelques heures, en quelques jours. On est capable de montrer à un professionnel qu'en analysant ces données, on y trouve énormément de choses. Donc c'est pas des délais très longs, c'est pas des coûts très élevés non plus. On n'achète pas effectivement un tracteur sur lequel on investit pour 10 ans, même s'il faut des tracteurs, j'ai pas de problème, et il faut des robots, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces outils-là, aujourd'hui, par exemple, un CRM, c'est pas très cher. Voilà, c'est pas très cher, c'est quelques centaines d'euros par an. C'est quelques centaines d'euros par an, voilà. Donc cet effort-là, il est pas énorme. Donc c'est expérimenter. Voilà, le message c'est expérimenter. N'ayez pas peur d'expérimenter. Évidemment, trouvez le temps de le faire, mais n'ayez pas peur d'expérimenter. Et puis le troisième point, c'est essayer de consacrer un tout petit peu de temps. Posez-vous, regardez un petit peu les datas que vous avez. C'est quoi les datas que vous avez et comment vous prenez vos décisions finalement. Vous prenez vos décisions, que ce soit sur la VT, sur la VINI, que ce soit sur la commercialisation. Vous les prenez comment? Est-ce que finalement toutes les données que vous avez accumulées depuis des décennies, ça marche aussi pour les industriels, ça marche pour les syndicats, etc. Ces données-là, passez un tout petit peu de temps à les valoriser. Regardez ce que vous pouvez en tirer. Là aussi, ça ne prend pas forcément énormément de temps d'aller les valoriser. Quels sont les bénéfices en fait? Et on peut se poser la question en quelques... se poser la question, c'est si je ne sais pas quels sont les bénéfices, c'est soumettez-nous un petit peu vos données, on va vous aider à trouver rapidement quels bénéfices vous pouvez en tirer finalement. Voilà.
Donc c'est passer la barrière de la voilà. Et puis de la peur de les soumettre. Enfin, nous on est des professionnels aussi. Enfin, dans mon cas, nous on est quasiment tous nos projets sont sous NDA, hein, donc on a des accords et des engagements forts de confidentialité. Typiquement, on s'interdit, et on le dit très clairement à nos clients, on n'utilise jamais d'IA générative pour travailler sur des données clients. Voilà. On travaille sur nos outils propres. Donc on va pas aller mettre les données de nos clients dans des clouds et sur des outils et des systèmes dont on maîtrise pas les conditions générales de vente. Bien, merci beaucoup Pierre pour ces insights très 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 éclairants. Je ne peux qu'encourager les auditeurs de cet épisode à aller découvrir ce livre blanc de la WineTech, à aller se renseigner aussi. On partagera avec la publication de cet épisode bien sûr les réseaux, la manière de contacter Pierre-Auguste qui est ici avec nous pour en savoir un peu plus sur comment faire parler vos données. Et bien sûr vous aider à évoluer, à être plus compétitif, plus durable dans cette filière. Donc je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Célia.